Hello les pros des cryptos, je suis Nico, le crypto-investisseur, et dans cette vidéo, je vais vous parler des 11 livres que je vous conseille de lire avant d'investir sur le Bitcoin. Donc je vais vous expliquer tout ça dans la vidéo, ça risque d'être une vidéo un petit peu longue, donc si vous êtes intéressé par un livre en particulier, je vous mettrai en dessous dans la description de la vidéo le lien pour aller directement au passage de la vidéo qui parle de ce livre. Je vous laisse avec la petite cinématique et on se retrouve pour que je vous parle de ces livres. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler en plusieurs catégories. D'abord des livres pour les personnes qui débutent en investissement ou en trading, des livres qui parlent du Bitcoin, et c'est vrai qu'actuellement, j'ai pas trouvé beaucoup de livres qui parlent vraiment d'investissement sur le Bitcoin ou les crypto-monnaies et qui soient intéressantes. Il y a beaucoup de livres en mode on met le mot-clé Bitcoin et puis avec millionnaire ou j'ai acheté une Lambo, etc. Mais c'est pas très intéressant à l'intérieur. Donc là ici j'ai pas mal de livres qui sont liés à la finance de manière générale, mais qui peuvent tout à fait s'appliquer au marché du Bitcoin et des crypto-monnaies. Donc c'est des livres de référence, donc c'est pour ça surtout que je voulais vous en parler dans cette vidéo. C'est des livres qui peuvent vraiment intéresser toutes les personnes qui sont intéressées par l'investissement ou le trading. Alors, on va commencer d'abord par quelque chose de très généraliste, mais je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui n'ont jamais investi, en fait, qui n'ont peut-être pas fait non plus des études dans le domaine de l'économie, bref, qui s'intéressent à ça depuis peu de temps, parce qu'ils ont entendu parler du Bitcoin. Et je pense que si c'est votre cas, donc que vous n'avez pas vraiment encore beaucoup d'expérience et de culture dans le domaine de l'économie et de la finance, ce livre-là, donc c'est Père riche, Père pauvre, donc là, bon, c'est la version en anglais, mais il existe en français ce livre-là. Père riche, Père pauvre, c'est vraiment le livre pour apprendre tout sur l'économie, tout ce qu'on n'apprend pas à l'école finalement, et il est vraiment très bien fait. Vraiment, c'est passionnant comme livre, très facile à lire. En fait, ça commence sous forme d'histoire. En fait, disons que Robert Kiyosaki, donc c'est l'auteur là qu'on voit sur la couverture, il raconte que quand il était petit, il avait deux pères, un père riche, un père pauvre. Donc en fait, il y avait son père biologique, avec lequel il vivait, qui avait fait des grandes études, qui était professeur à l'université, si je me souviens bien, mais qui avait toujours du mal à s'en sortir niveau revenu. Et il y avait le père de son pote, donc son pote qui s'appelait Mike, qui lui avait une entreprise, une supérette, plusieurs investissements, et qui avait l'air de toujours bien s'en sortir au niveau financier. Et donc il raconte cette expérience quand il était petit, et que en fait le père de Mike les a fait travailler dans ses entreprises, donc, et leur a appris tout le fonctionnement finalement de l'argent, comment avoir, comment gérer son argent, comment avoir une entreprise qui fonctionne. Mais c'est vraiment, en fait, ça s'adapte vraiment aux finances personnelles. Il y a vraiment toute une partie pour les finances personnelles, donc même les gens qui ne sont pas entrepreneurs, qui n'ont pas forcément envie de monter une entreprise, ça peut vraiment les intéresser. Et il y a notamment donc toute cette partie-là qui est sur en fait les actifs et les passifs. Donc par exemple, le père pauvre, on voit, il a des revenus et des dépenses qui sont à peu près équivalents. Donc tout ce qu'il gagne chaque mois, il va le dépenser. Il a zéro actif, donc il a aucune chose, ou enfin, en tout cas très peu de choses qui lui rapportent de l'argent, mais il a beaucoup de dépenses. Donc les dépenses, par exemple, c'est quand on va acheter une voiture à crédit, ça va nous coûter tous les mois de l'argent. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les actifs et les passifs. Donc ça, c'est surtout un passif. Le père riche, par contre, on voit qu'il a des revenus. Il ne gagne pas forcément plus que l'autre, hein. C'est ça qui est important de voir, mais que par contre, ses dépenses, elles sont inférieures à ses revenus. Donc il dépense moins que ce qu'il gagne, en gros. Il vit en dessous de ses moyens, comme on dit en français. Et par contre, ce qu'il s'attache à faire, c'est avoir beaucoup d'actifs et peu de passifs, donc beaucoup de choses qui lui rapportent de l'argent. Donc ça peut être des business, ça peut être de l'immobilier, ça peut être des actions, ça peut être dans une certaine mesure des crypto-monnaies, parce que par exemple le Bitcoin, quand on a du Bitcoin sur certains sites comme Bitfinex, on peut prêter ces Bitcoins à d'autres investisseurs et gagner comme ça de l'argent. Bon, ça je vous en parlerai peut-être dans d'autres vidéos, mais du coup voilà, même si à la base le Bitcoin c'est une monnaie, ça peut aussi devenir un actif, dans le sens que bien sûr cette monnaie, cet argent, on peut le prêter à d'autres personnes. Et il a très peu de passifs, donc par exemple s'il a une voiture, pourquoi pas, mais c'est une voiture peut-être moins chère que le père pauvre, qu'il aura acheté cash et non pas à crédit, donc ça évite qu'il ait des dépenses mensuelles
élevé. Donc ça voilà, c'est un des principes de base qui est expliqué dans le livre, mais il y a plein d'autres choses qui sont expliquées. Donc voilà, je vous le conseille et il existe en français. Très bon livre pour apprendre les bases de l'économie, les bases des finances. Très intéressant, enfin vraiment super livre. Ensuite, on va passer un petit peu plus à l'aspect Bitcoin. Alors le premier livre, c'est Bitcoin, la monnaie acéphale, donc écrit par Jacques Favier et Adli Takal-Bataille. Jacques Favier, il est très actif sur son blog et sur Twitter, donc n'hésitez pas à le suivre. Donc, il a des analyses très intéressantes sur le Bitcoin. Donc là, ici, c'est un livre qui va vous permettre de découvrir ce que c'est le Bitcoin. Là, on est vraiment bien loin de ce qu'on peut voir dans les médias traditionnels, hein, qui ont toujours un biais, je ne sais pas pourquoi, mais ils ont vraiment un biais toujours négatif sur le Bitcoin. Donc, ils vont toujours parler, alors soit ils vont parler du mec qui est devenu millionnaire avec le Bitcoin, mais ils vont en parler en mal, soit ils vont parler comme quoi c'est risqué, comme quoi ça finance les terrorismes, etc. L'évasion fiscale et tout le bordel, sans parler du fait que c'est une révolution qui est en train de débuter, que ce soit au niveau de la monnaie, au niveau politique et au niveau technologique. Enfin voilà, sur plein d'aspects, c'est vraiment très novateur. Ça va être, c'est déjà une révolution qui commence, le Bitcoin et les cryptos. Donc là, je vais vous montrer vite fait la table des matières. Donc sidérant Bitcoin. Le Bitcoin sans mystère ni fantasme, donc voilà, c'est un peu ce que je vous disais avant. C'est vrai que quand on regarde les médias traditionnels, mais bon, que ce soit sur le Bitcoin ou tous les autres sujets, c'est vrai que les journalistes, depuis quelques temps, ont vraiment tendance à faire de plus en plus de ce qu'on appelle le putaclic, hein. Donc c'est-à-dire qu'à l'intérieur de l'article, il n'y a rien d'intéressant. On met un titre voilà, qui fait peur, qui donne envie de le lire, mais finalement rien d'intéressant à l'intérieur. Donc voilà, c'est les fantasmes des journalistes, on va dire, qui sont retranscrits dans les articles plutôt que des vraies analyses. Histoire passée et présente d'une monnaie jeune, féconde et universelle. Donc ça, c'est vrai qu'aussi le Bitcoin, c'est quelque chose qui est vraiment au tout début, même si ça fait quand même pas mal d'années que ça existe, mais ça fait que 1 an, 2 ans que ça commence vraiment à devenir massif, le Bitcoin. Et du coup, on peut imaginer plein de choses sur ce que ça va être, ce que ça va devenir, les impacts que ça va avoir, mais je pense que c'est comme au début d'Internet. Au début d'Internet, eh bien, il y avait beaucoup de gens qui disaient ci ou ça sur Internet, mais je pense qu'il y avait vraiment peu de gens qui imaginaient que quelques années plus tard, par exemple, les principales utilisations d'Internet, ce serait sur YouTube, regarder des vidéos dans le style de latéralité, regarder des vidéos de chats. Bon, donc voilà, il y a cet aspect-là qui est devenu avec Internet, alors qu'au début, on disait, ouais, ça va être génial, toute la connaissance du monde, en fait, accessible sur un PC ou sur un téléphone. Finalement, c'est pas forcément toute la connaissance qui a été qui est le plus consulté, le plus utilisé. Mais bon, d'un autre côté, voilà, il y a eu plein de choses super avec Internet, hein. Par exemple, le système de GPS que vous avez dans votre voiture, ça c'est le genre d'innovation super positive. Et disons que pour le Bitcoin, c'est la même chose. On va avoir plein d'innovations, mais qu'on ne peut pas encore s'imaginer, je pense, pour le moment, qui viendront dans les années qui viennent, auxquelles on ne pense pas forcément maintenant. Et donc, ça va être très intéressant. Alors, il y a ce livre pour, en fait, ce qui concerne les cryptos avec la finance, en fait, avec l'investissement. C'est vraiment le livre que j'ai trouvé super intéressant. Alors, par contre, celui-là, il n'est pas disponible en français pour l'instant, mais donc il s'appelle Crypto Assets, et c'est écrit par Chris Burniske et Jacques Tatar, mais je crois que c'est surtout Burniske, enfin je suis pas sûr, mais en tout cas lui, il est très actif aussi sur Twitter, il a des analyses très intéressantes sur le Bitcoin et le monde des crypto-monnaies, et donc là c'est vraiment axé Bitcoin, crypto, mais option, voilà, investissement, hein. Donc investissement, guide d'investissement pour Bitcoin et plus. Alors je vais vous montrer la table des matières. Donc il y a des choses vraiment très intéressantes, notamment voilà, la taxonomie des crypto-assets, les crypto-tokens aussi, ça il en parle pas mal dans le livre et c'est très intéressant. Les crypto-tokens, en fait ça va dépendre en France des législations qu'il va y avoir, parce que par exemple vous voyez le crowdfunding, c'est quelque chose qui quand ça a débuté était très innovant, très nouveau, mais en fait en France il y a eu tellement de législations, en gros de freins qui ont été mis au crowdfunding, que ça n'a pas vraiment eu un énorme succès qu'on aurait pu penser. C'est pas devenu vraiment un nouveau mode de financement pour les entreprises très important, le crowdfunding, même si voilà, ça a son succès, mais ça reste limité par rapport au marché financier traditionnel. Et donc on a quand même cet espoir donc sur
sur les tokens, par exemple, que ça puisse devenir un mode de financement alternatif, mais important quoi, au niveau international, qui peut être intéressant. Alors les tokens, par exemple, je vous en avais déjà parlé sur Binance. Donc Binance, c'est une place de marché sur les crypto-monnaies. On peut acheter et vendre tout un tas de cryptos sur Binance. Et Binance, en fait, pour payer les frais de cette plateforme, ils ont un token, donc qui s'appelle le BNB token. Et ça, donc, ça fait partie de ce qu'on appelle les crypto-tokens. Et c'est un aspect qui peut être intéressant parce que disons que quand on investit dans des tokens Binance, on investit en fait dans le succès futur de cette plateforme. Et ce qui est très intéressant, je trouve, avec les tokens, c'est que même quand on n'a pas beaucoup d'argent, on peut investir 10, 20, 30 euros de temps en temps, comme ça, tous les mois, par exemple, dans un token. Ce qui est et en fait, c'est impossible avec la finance actuelle. C'est-à-dire que une entreprise comme Binance, qui n'est pas encore énorme, qui est dans ses premières années de vie, pour pouvoir investir dedans, si on passe en mode classique, c'est-à-dire acheter des actions, par exemple, de cette entreprise, c'est impossible pour tout un chacun. Parce qu'en fait, les entreprises comme ça, elles vont chercher peu d'investisseurs, peut-être 4-5 investisseurs, mais ça va être des gros investisseurs, des grosses banques, des grosses entreprises qui vont investir dedans. Et donc avec les tokens, on est sur un mode alternatif où l'entreprise, elle va créer ses tokens. Donc pour Binance, les tokens servent à payer les frais de transaction sur la plateforme. Mais si la plateforme devient énorme dans les années qui viennent, après bon, ça dépend de la manière dont ils gèrent leurs tokens, mais des personnes qui investissent maintenant dans des tokens comme ça de Binance, eh bien ils pourront aussi participer au succès futur, et ça permet aussi à l'heure actuelle, quand on achète les tokens, quand on les utilise, ça finance le site dès ses débuts. Donc voilà, ça peut devenir, en tout cas les crypto tokens, c'est quelque chose d'assez intéressant. Bon après bien sûr, comme c'est des tokens, ils peuvent être gérés de plein de manières différentes, donc ça aussi ils en parlent dans le livre. Mais en tout cas, ça peut devenir dans les années qui viennent un mode de financement parmi d'autres pour les entreprises et les startups. Donc c'est assez intéressant. Il parle bien sûr aussi des ICO, donc les Initial Coin Offering. Donc ça c'est la manière de vendre en fait les débuts d'une crypto ou d'un token. Ça, attention par contre, je vous dis quand même de vous méfier. Les ICO, il y a tout et n'importe quoi actuellement qui existe. Donc il y a certains projets qu'il faut vraiment fuir. Mais justement, lire ça, ça peut vous permettre de prendre du recul, voir les différentes choses qui existent. Donc vraiment très très intéressant ce livre Crypto Assets de Burniske et Tatar. Donc ça voilà, c'était les deux livres que je vous conseille vraiment en ce qui concerne le Bitcoin. Et si, il y en a un troisième aussi, ça très très intéressant. Vous connaissez peut-être cette personne, donc c'est Andreas Antonopoulos. Lui, en fait, il fait le tour du monde et il fait des conférences, il parle du Bitcoin, il fait ça depuis des années, donc c'est vraiment passionnant les discours qu'il peut donner. Je pense que vous pouvez en trouver pas mal sur YouTube. D'ailleurs, il a une chaîne YouTube, donc il doit y avoir certaines de ses conférences qui doivent être là. Donc si, il existe, je crois, en français, ce livre. Vérifiez, je vérifierai ça, je vous mettrai ça dans la description. Je crois que, oui, l'Internet de l'argent, je crois qu'il existe en français. Le volume 1, le volume 2 par contre je suis pas sûr qu'il ait été traduit pour l'instant. Mais donc voilà, ce monsieur Antonopoulos fait le tour du monde pour faire des conférences et expliquer Bitcoin aux personnes que ça pourrait intéresser. Et c'est vraiment passionnant en fait parce que, voilà, par exemple il parle de l'histoire de l'argent. C'est vrai que ça c'est un aspect très très important déjà de base. Moi je le constate en parlant, quand on parle avec des gens, les gens ne comprennent pas, ne connaissent pas en fait le fonctionnement de l'argent, les euros par exemple, comment ils sont créés, comment ils sont détruits. Et oui, parce qu'il y a des euros qui sont détruits tous les jours les amis, quand vous remboursez, vous avez un emprunt par exemple pour votre appartement, quand vous remboursez la banque, mettons que vous faites un remboursement de 500 euros par mois à votre banque, il y a une partie en intérêt que la banque garde et le reste que vous versez à la banque, c'est de l'argent qui est détruit. Donc voilà, ça peut paraître assez étonnant, comme ça il y a peut-être certains d'entre vous qui connaissent pas le fonctionnement d'argent, qui vont dire mais what the fuck, de l'argent détruit, des euros détruits, mais qu'est-ce qui nous sort? Donc bon voilà, je vais pas faire là une vidéo sur le fonctionnement de l'argent, parce que c'est très très long, c'est très compliqué. Disons que, voilà, dans ce livre, vous aurez déjà beaucoup d'explications sur comment gérer votre argent. Mais après, il y a tout un autre aspect, c'est comment est-ce que ça fonctionne, les dollars, comment ça fonctionne les euros. Et donc voilà, c'est quelque chose qui est assez complexe, mais justement, ce qui est intéressant avec ce livre, c'est que ça permet de voir aussi les différences entre le système actuel et
et le système du Bitcoin, qui est un fonctionnement monétaire totalement différent, parce que dans nos systèmes actuels, on crée énormément de dollars, on crée énormément d'euros chaque mois, chaque jour, chaque année, alors que le Bitcoin, en fait, bien sûr, il y a une quantité de Bitcoin qui est minée chaque jour, qui est créée par les mineurs, mais qui est très très faible par rapport à la quantité d'euros et de dollars qui sont créés chaque jour. Donc le Bitcoin, du coup, c'est plutôt une monnaie déflationniste. On va avoir de moins en moins, enfin, le Bitcoin, et il y en a de plus en plus tous les jours, mais c'est des quantités très faibles. On aura à terme, dans quelques dizaines, voire centaines d'années, on aura 21 millions de Bitcoin. Donc c'est vraiment une quantité très faible. Donc c'est une monnaie plutôt déflationniste, alors que le dollar et l'euro, c'est des monnaies très inflationnistes. Il y a des grosses quantités d'euros, par exemple, qui sont créés tous les jours, donc par le mécanisme des banques qui créent des euros pour, par exemple, acheter de l'immobilier, et aussi les banques centrales, donc la Banque Centrale Européenne, qui crée beaucoup d'argent. Et donc voilà, donc là, on voit vraiment peer-to-peer monnaie, donc aussi, parce qu'en fait, il y a plein d'implications dans le Bitcoin qui sont vraiment passionnantes. C'est que non seulement c'est un fonctionnement monétaire différent, donc plutôt déflationniste, alors que nos modèles ont toujours été inflationnistes en fait dans l'histoire, mais aussi il y a tout un aspect politique, un aspect désintermédiation. Donc c'est pour ça là par exemple le passage que je vous montrais, il parlait de l'aspect peer-to-peer, c'est-à-dire qu'on peut échanger directement de l'argent d'une personne à une autre sans passer par un intermédiaire, donc sans passer par une banque. Donc voilà, il y a vraiment plein d'aspects qui sont pris en compte. Et en fait, ce livre, il est, même si voilà, les choses dont je vous parle, ça peut paraître assez complexe, mais au final, comme c'est des petites conférences à chaque fois qu'il donne, et il explique très bien les choses, on a en fait plein de petits chapitres qui correspondent à des morceaux de conférences qu'il a donnés, avec des explications. Donc c'est pas du tout des livres chiants à lire. Vous voyez, par exemple, Le Capital de Marx, c'est un livre hyper chiant à lire. Faut vraiment avoir du courage pour le lire. Là, tous les livres dont je vais vous parler, si c'est un sujet qui vous intéresse, si le livre dont je vous parle, c'est un sujet qui vous intéresse, c'est tous des livres qui sont très sympas à lire. Enfin bon, après, il y en a qui sont un petit peu techniques, je vais vous montrer un peu ceux d'analyse technique, mais c'est pas des livres chiants, quoi. Hein. Vraiment, il y a des livres d'économie. Moi, parfois, j'ai lu des livres qui ont été publiés il y a 100 ans ou plus longtemps, mais il y en a qui sont hyper chiants, quoi. Faut vraiment s'accrocher, quoi. C'est un petit peu comme le premier livre du Seigneur des Anneaux, quoi. On a 100 pages sur la description des Hobbits. Si on n'est pas fan des Hobbits à la base, ça fait mal, quoi. Bref, donc on va passer maintenant à 2 livres donc d'analyse technique, comme sur Twitter, je vous en publie régulièrement des analyses techniques. Je sais que c'est un sujet qui intéresse certains d'entre vous. Donc je vais vous parler des 2 livres de référence sur l'analyse technique. Il y a plein de livres qui existent là-dessus, mais ça, en fait, c'est les 2 références, c'est les bases de l'analyse technique. Donc c'est les 2 livres à avoir, c'est les 2 livres à lire sur l'analyse technique pour comprendre les bases. Et puis après, il y a plein d'autres livres qui existent sur des concepts plus précis. Mais là, c'est vraiment, vous avez toute la base. Donc le premier, c'est le Murphy, Technical Analysis of Financial Markets. Ça n'existe pas en français, malheureusement. Je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Donc d'abord, on parle de l'analyse technique, par rapport aussi à l'analyse fondamentale, la philosophie de l'analyse technique, pourquoi est-ce que ça marche. Donc voilà, il y a des chapitres là-dessus. Et ensuite, alors ce livre, il fait combien de pages? Je pense pas loin de 500, ouais. Un peu plus de 500 pages. Mais du coup, voilà. Oh là, attends, j'ai fait tomber un livre. Je mets ça bien pour pas que ça tombe. Mais du coup, voilà, dans ce livre, il va aborder, alors je sais pas si on peut voir la table des matières, voilà. Donc, la philosophie d'abord, ensuite, la théorie de Do, la construction des graphiques. Donc il parle des différents graphiques, si on met en logarithmique ou en linéaire. Logarithmique est souvent utilisé pour le Bitcoin et les autres cryptos parce que c'est une échelle, enfin c'est des actifs qui sont en très forte croissance, donc c'est souvent plus pertinent d'utiliser l'échelle logarithmique, mais il parle des 2 aspects. Le volume, alors lui c'était un trader Murphy sur les futurs. Donc ce livre-là a un aspect plus axé sur les futurs, donc c'est pour ça qu'il parle de l'open interest qui est sur les futurs mais qui ne sera pas sur les autres marchés. Mais voilà, même si lui était trader futur, ce dont il parle, l'analyse technique dont il parle dans son livre, c'est valable pour tous les actifs qui existent. Donc voilà, une tendance peut avoir trois directions.
Il explique ce qui valide une tendance ou pas. Il parle bien sûr des supports à résistance, très très important, des lignes de tendance. Donc ici, c'est tous les concepts de base dans ce chapitre-là. Après, il parle bien sûr de tout ce qui est figure de retournement. Donc tout ce qui est épaule, tête-épaule, l'importance du volume, les double top, double bottom, triple top, triple bottom. Et ça, alors ce qui est bien, ça c'est quoi? Vers la page 100, je vais essayer de vous montrer quelques exemples. Ce qui est vraiment bien dans ce livre, c'est que, voilà, vous voyez, il y a vraiment beaucoup de graphiques, beaucoup d'exemples. Donc là, par exemple, pour tout ce qui est figure de retournement, il explique tous les principes. Et ensuite, on a des exemples. Donc si vous voulez, par exemple, j'ai vu parfois certains d'entre vous poster sur Twitter des épaules tête-épaule, mais qui n'étaient pas du tout valides. En gros, là, il vous explique avec plusieurs figures qu'est-ce qui fait qu'une épaule tête-épaule est valide ou pas. Et donc voilà, c'est très très intéressant parce qu'il explique en détail. Et finalement, ce qu'il faut se dire, c'est que pour ce qui est de l'analyse technique sur le Bitcoin ou les autres cryptos, il faut vraiment prendre ce livre. À chaque fois qu'on se pose une question, retournez le lire, lire le paragraphe concerné, voir si la figure respecte toutes les règles. Par exemple, ici sur épaule, tête, épaule, il explique bien tout, qu'il faut qu'il y ait un retest aussi de la ligne de coup ici. Donc il explique tout ça dans le texte. Donc c'est vraiment très très détaillé, très très bien fait sur chaque figure, sur chaque chose. Ensuite, alors, il parle de... En fait, parce que finalement, en analyse technique, on a toujours le temps qui passe, les prix et les volumes, hein, c'est les trois choses qu'on a de base, et après, on a plein de manières d'analyser ça. Donc, il parle aussi, voilà, par exemple, est-ce qu'on utilise les chandeliers japonais, ou est-ce qu'on fait des graphiques en points et figures. Il parle voilà, les chandeliers japonais, il en parle ici. Bien sûr, il parle de tous les indicateurs, hein, donc les trucs assez connus, c'est MACD, RSI, stochastique. Voilà, tous les moving average aussi, les bandes de Bollinger. Enfin voilà, tous les trucs de base, vraiment, il en parle, il montre des figures, il explique, donc c'est vraiment très très bien. Il parle de la théorie d'Elliott aussi. Alors moi, c'est quelque chose dont je ne suis pas fan du tout, parce qu'en fait, ce que je trouve qui est bien en fait avec toute la première partie du livre, c'est que tous ces principes-là, en fait, par exemple, si vous utilisez MACD et que vous savez que d'autres traders ou gros investisseurs l'utilisent, le MACD donne la même chose pour tout le monde. Pareil pour les trendlines, les épaules tête-épaule. Du moment que vous respectez bien toutes les explications qu'il y a dans le livre, vous voyez un épaule tête-épaule, tout le monde le voit. Le même. Par contre, les vagues d'Elliott, à chaque fois que je regarde sur Twitter des traders qui sont spécialisés dans les vagues d'Elliott, ils ne sont pas d'accord entre eux. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont poster qu'on est en telle phase, etc. Puis, enfin, on est dans telle vague, ouais, voilà, parce que c'est les vagues d'Elliott. On est en vague 2, d'autres vont dire, ouais, on est dans telle vague, etc. Souvent, ils ne sont pas d'accord entre eux. Que c'est vrai que sur les autres concepts, si vous suivez des traders sur les autres concepts, donc chart, analyse technique classique, en général ils sont d'accord entre eux, et c'est ça aussi qui fait que, comme ils sont d'accord entre eux, ils vont prendre les mêmes décisions, et c'est ça aussi qui peut faire bouger les marchés. Donc après, un petit chapitre, alors c'est pas un gros chapitre, mais c'est un petit chapitre sur le money management et les tactiques de trading. Lui, comme je vous disais, était spécialisé futur, donc il parle un petit peu plus des liens entre les actions et les futurs. Donc là, ça, ce ne sera pas forcément intéressant pour tout ce qui concerne le Bitcoin et les cryptos. Et là, après, on a un aspect plus axé sur les actions. Il a même fait une checklist pour vérifier tous les points. Donc voilà, pour ce livre, je vous montre aussi, je crois qu'il y avait une page, si je la retrouve, sur les chandeliers japonais avec en gros toutes les bases qu'il faut avoir. Je sais pas si je vais le retrouver. Mais donc vous voyez, il y a vraiment beaucoup. Sur les triangles aussi, triangle ascendant, triangle descendant, vous avez vraiment plein de figures. Avec les fameuses targets aussi, parce que c'est souvent les questions qu'il y a sur les cryptos. Quel objectif on peut avoir par rapport à telle figure. Donc voilà, pour les chandeliers japonais, il y a comme ça. Là, c'est vraiment la base. Il n'en parle pas énormément des chandeliers japonais, mais il y a quand même les bases. En fait, disons que sur chaque principe qui existe,
Dans ce livre, vous aurez toutes les bases pour comprendre et pouvoir utiliser. Donc voilà, le Murphy, vraiment la base. Et on en a un deuxième qui est aussi une référence, donc c'est Schabacker, Technical Analysis, sur les marchés actions. Et donc ici, c'est le même principe, beaucoup de graphiques, beaucoup d'exemples. Là aussi, ouais, le diamant, je crois qu'il n'en parle pas, le Murphy. Si, peut-être qu'il en parle un petit peu, mais... Donc voilà, il y a quelques différences quand même entre les deux livres, mais vous voyez beaucoup de graphiques, beaucoup d'exemples, et toujours aussi des explications sur chaque exemple. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Mais bon, voilà, finalement, ces deux livres, c'est sur le même sujet, c'est les principes d'analyse technique de base, c'est ce qu'on appelle en fait finalement l'analyse technique classique. Ouais, là aussi, il y a tout ce qui est épaule, tête, épaule qui sont dessinés. Donc voilà, comme ça je vous ai montré quelques pages, je ne sais pas si on a quelque part le sommaire, parce que je pense quand même que ça peut vous intéresser. Voilà, ici le sommaire. Donc, ici, les bases dans la première partie. Deuxième, les figures de retournement. Ensuite, troisième, encore des figures de retournement. Encore des figures de retournement. Donc lui, il a l'air bien à fond sur les figures de retournement, mais après, par la suite, on doit avoir les continuations. Voilà. Figures de continuation. Là, c'est les trucs un peu... En fait, parce que les marchés peuvent faire trois choses en gros. Soit ils font en dents de scie, donc c'est un peu ce chapitre-là, en gros, il n'y a pas vraiment de tendance. Soit ils montent, soit ils descendent. Et après, voilà, il faut juste réussir à savoir où on est. Est-ce qu'on est dans un marché baissier, un marché haussier, ou un marché qui fait les dents de scie. Et dans ce cas-là, il vaut mieux ne pas intervenir sur ce marché. Les supports, les résistances. Comment mesurer aussi les graphiques. Et les tactiques de trading. Donc voilà, deux livres vraiment sur le même sujet qui vont vous parler de l'analyse technique de base. Moi, je préfère le Murphy, mais après, certaines personnes qui préfèrent le Schabacker, ça dépend de chacun. Alors ensuite, on passe à un autre sujet. Donc je vous ai parlé de économie, finance personnelle, fonctionnement de l'argent de base. Ensuite, je vous ai parlé de livres sur le Bitcoin. Là, je vous ai parlé de livres d'analyse technique. Et là, pour les personnes qui veulent investir ou qui sont intéressées par le trading, il y a des livres en fait qui sont écrits par Jack Schwager qui sont vraiment passionnants. C'est des livres d'interviews d'investisseurs et de traders. Donc voilà, ici, interview avec les top traders et investisseurs. Je crois, je suis pas sûr, peut-être certains de ces livres sont dispo en français, mais je suis pas sûr. Donc en gros, c'est plusieurs livres avec à chaque fois Wizard dedans. Donc là, c'est Stock Market Wizards, mais il y a Hedge Fund Wizard. Il y en a 4 ou 5 différents. Je vous mets les liens en dessous si vous voulez voir les autres. Et en fait, à chaque fois, il va interviewer des personnes qui sont gérants de fonds, par exemple, ou qui ont des performances ahurissantes en investissement ou en trading. Il va leur poser voilà, tout un tas de questions. Et en fait, ce que je trouve vraiment intéressant avec, avec ces livres-là, parce qu'en fait, je les ai tous lus, mais là, je les avais pas sous la main, c'est que, en fait, on se rend vite compte que les mecs, même s'ils ont des stratégies et même des points de vue sur la vie, parce que aussi, ils ne leur parlent pas que de leur boulot, ils parlent parfois aussi d'autres choses. Même si les mecs, ils ont des points de vue, des techniques totalement différentes, ils arrivent quand même tous à avoir des bonnes performances sur le marché, même parfois, alors que, en fait, on peut avoir un mec qui va avoir un point de vue totalement différent d'un autre mec quelques chapitres après.
Et du coup, ouais, moi j'ai trouvé assez intéressant de voir ça. Disons que voilà, c'est comme en immobilier. Moi j'ai investi aussi en immobilier et on peut avoir plein de manières de faire, plein de choses différentes. Et pourtant ça marche quand même. Donc il n'y a pas, disons que voilà, c'est bien parce qu'il n'y a pas une seule manière de faire. Il n'y a pas, disons, une seule vérité qui marche et le reste ça marche pas. Il y a vraiment plein de manières de faire. Il y a plein de techniques différentes. Hein, mais c'est vrai que voilà, il y a des mecs qui vont euh, trader à la microseconde avec des algorithmes, etc. Il y a d'autres mecs comme Warren Buffett qui vont avoir une optique vraiment très très long terme sur des dizaines d'années. Voilà, c'est des approches totalement différentes. Mais du coup, voilà, ces livres-là, les Market Wizards, sont vraiment très intéressants. Je vous mets tous les liens en dessous de toute façon. Alors là, ici, on a un livre, c'est plus sur la psychologie en fait du trading parce que en fait, si vous êtes investisseur, moi je ne me considère pas comme un trader, hein, je précise quand même, mais je suis plus un entrepreneur et un investisseur. Mais pour l'aspect trading, en fait, l'aspect psychologique est très très important parce que il va y avoir des moments en tant que trader, forcément, vous allez faire des pertes. Et si vous faites plusieurs fois des pertes à la suite, psychologiquement, ça peut être très difficile à gérer. D'un autre côté aussi, si vous faites des gains, par exemple, c'est ce qui a pu arriver pour les gens qui ont investi il y a quelques années sur le Bitcoin, ça peut être... ah oui, j'avais un petit marque-page 1$ comme ça. Hop. Parce qu'en fait, oui, il y avait un autre livre. Bon, j'en ai pas parlé ici parce que c'est... Il y a un jeu comme ça que font les gens dans les salles de marché avec les chiffres qu'il y a sur les dollars. Mais bon, voilà, c'est un sujet encore différent, mais bref. Oui, donc du coup, voilà, là, ce livre-là, c'est plutôt sur l'aspect psychologique, l'aspect mental. Alors, c'est pas vraiment pour l'investisseur, je trouve ça, c'est plus vraiment trading. Mais bon, ça peut vous intéresser. Parce que voilà, il y a l'aspect analyse technique du marché, mais je pense que voilà, l'aspect gérer ses émotions, parce qu'en fait voilà, c'est surtout gérer ses émotions quand on est investisseur ou trader, gérer ses émotions, savoir que parfois sur certains investissements ou certains trades, on va perdre de l'argent, mais c'est un processus normal, et comment faire pour gérer ça mentalement, quoi. Donc voilà, ce livre-là, Trading in the Zone, pour l'aspect psychologie du trading, ça peut intéresser certains d'entre vous. Voilà, là ils disent maîtriser les marchés avec confiance, discipline et une attitude de winner. Alors bon, parfois je trouve un peu que c'est, sur certains chapitres, ça part un peu aussi en mode auto-persuasion. Mais bon, pourquoi pas. Enfin, en tout cas, voilà, moi j'ai trouvé qu'il y avait plein de choses quand même intéressantes dedans. Donc c'est un bon livre, quoi. Tous les livres que... En fait, là, je vous montre ces 11 livres, mais j'en ai lu beaucoup plus d'autres. Moi, depuis que je suis ado, je suis intéressé par tout ce qui est économie, finance, les monnaies, etc. Donc là, c'est vraiment une sélection que je vous donne. C'est pas genre, j'ai lu ces livres-là, donc je vous parle de tous les livres que j'ai lus, quoi. Non. Alors, celui-là, je l'ai lu récemment, et j'ai trouvé vraiment top du top. Alors, pourquoi? Parce que ce mec, il a investi, donc comment il s'appelle? Jesse Seastein. Il a investi sur en fait des petites actions. Mais c'est un gars en fait qui cherche des actions qui vont avoir des grosses hausses. Donc il cherche des petites entreprises qui sont un peu méconnues, mais qui vont faire x5, x10 en quelques mois. Et ça m'a beaucoup fait penser, en fait, tout ce que j'ai lu dans ce livre, ça me fait vraiment beaucoup penser au marché des tokens et des altcoins. Donc c'est tout ce qui est petites crypto, petits tokens qui sont un petit peu méconnus, où pas grand monde a investi, et qui peuvent avoir des grosses performances. Et donc, lui, donc tout ce qu'il parle dans le livre, c'est sur des actions, mais en gros, moi je trouve que tout est applicable au marché des altcoins. Donc c'est vraiment intéressant. Il y a notamment, il y a beaucoup de choses dans son livre qui sont pas du tout conventionnelles. Par exemple, dont on parlerait jamais dans une école de commerce ou dans des formations financières, je pense, mais qui sont vraiment intéressantes. Et il y a notamment, je sais pas
si je vais le retrouver, mais il y a le chapitre où il parle des raisons qui font que lui, il vend. Si par exemple, il est sur une action, qu'est-ce qui fait qu'il va pouvoir, qu'il va prendre la décision de vendre. Euh, Attendez, il faut que je retrouve ça. Bon, ça doit être marqué, ça doit être dans un de ces chapitres-là, hein, de toute façon. Ouais, je sais pas, j'arrive pas à le retrouver. Mais ouais, cette partie-là où il explique ses raisons de vente, c'est énorme parce que il y a notamment une partie, ça me fait beaucoup penser à ce qui s'est passé sur Ripple dans les crypto-monnaies fin 2017 et début 2018. C'est qu'en gros, il dit si jamais, bon, l'équivalent américain de, euh, de BFM, c'est CNBC par exemple, il dit si jamais une action que j'ai, je commence à en entendre parler sur CNBC, je vends direct. Parce que je sais que c'est la fin. Et je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, mais par exemple Ripple, je crois qu'en dollars, il valait à peu près 20 centimes ou 30 centimes le Ripple en fin 2017. Et après, il est monté très haut, jusqu'à 2,5-3 dollars. Et c'est à ce moment-là que CNBC avait conseillé à ses auditeurs d'acheter du Ripple. Et bien sûr, c'était le plus haut avant que Ripple s'écroule. Et là, il est repassé en dessous des 1 dollar là, au moment où je fais cette vidéo. Et donc voilà, c'est vraiment intéressant tout cet aspect-là. Donc pour redire, en gros, ses stratégies, lui, c'est de trouver ce qu'il appelle des super stocks. Donc c'est des actions d'entreprise. Les entreprises ont des bons résultats, mais personne n'en parle. Donc c'est ce qui peut arriver sur les altcoins. Il peut y avoir des altcoins, par exemple, qui ont une technologie et une équipe de développeurs hors du commun et qui peuvent avoir un gros impact, qui peuvent être très utiles pour leur... Enfin, qui peuvent développer une technologie qui peut être utile pour leurs clients. Et pour l'instant, personne n'en parle. C'est quelque chose qui est tout neuf. On ne sait pas trop ce que ça va devenir. Et finalement, lui, il essaye de trouver ces super stocks, donc on pourrait appeler ça des super altcoins, avant qu'ils deviennent connus, avant qu'ils deviennent des gros business, quoi. Donc de ce point de vue-là, c'est très intéressant. Ici, ça c'est un livre plus pour les traders court terme, How to Day Trade for a Living. Lui, c'est vraiment, en fait, c'est très différent parce que les super stocks, c'est des actions qui sont pas très liquides, c'est des petites entreprises, c'est des actions qui sont méconnues. Et lui, il investit en général pour des périodes qui sont minimum 6 mois, mais en général, je pense que c'est plutôt 1 an et demi, 2 ans, 3 ans. Là, par contre, des tradings, c'est pour quelques minutes. Donc, c'est vraiment des trades court terme. Donc, How to Day Trade for a Living, écrit par Andrew Aziz. Et là, ce qui est vraiment très intéressant, c'est que c'est vraiment très axé sur l'action, quoi. Les prix auxquels il rentre, les prix auxquels il sort. Là, par exemple, vous voyez, si on reprend l'analyse technique, ici, on a un triangle, on avait les cours ici, une grosse hausse. On a ici un triangle ascendant. Lui, il montre qu'il achète. En fait, je vais prendre un stylo parce que ça y est, traqué mes gros doigts dessus. Donc, il achète ici au breakout. Donc, on voit qu'il achète ici. Donc, ça, c'est quoi? Je ne sais pas si c'est une action. Ouais, c'est une action. Il achète ici. Il met son stop là. Il a son objectif de sortie. Donc, ça doit être à peu près égal à la distance qu'elle a. C'est son objectif qu'il a mis ici. Et voilà, il donne plein d'exemples comme ça avec des entrées, des sorties. Voilà, là, par exemple, le drapeau. Petite partie là, je pense que c'est des vagues ABC. Moi, je suis pas fan de ça, mais bon, pourquoi pas. Comme je vous disais tout à l'heure, hein, il y a certains investisseurs, certains traders qui ont des techniques totalement différentes par rapport aux autres, mais qui peuvent très bien marcher. Donc voilà. Là aussi, il parle des chandeliers japonais. Donc par exemple ici, on voit qu'on a un marché baissier. On a ici le doji marteau. Je crois qu'aussi on peut appeler ça étoile du matin. Et en général, après un chandelier comme ça, on a le marché qui repart à la hausse. Donc voilà, il parle de plusieurs choses comme ça. Et voilà, donc ce qui est très bien dans celui-là, c'est que c'est vraiment très
voilà, disons très très terre à terre. C'est vraiment beaucoup d'exemples. Voilà, même il dit quel style de courtier, quel style de broker utiliser, pourquoi un tel et pourquoi pas l'autre. La gestion, je crois qu'il parle bien lui aussi de la gestion du risque. Hein. Ouais, son chapitre sur la gestion du risque, elle est vraiment pas mal, je trouve. Il est vraiment pas mal ce chapitre-là. J'essaie de voir s'il y a d'autres choses que je peux vous montrer. Ah oui, puis lui, enfin voilà, il a des concepts qu'il explique, qui sont des concepts bien à lui. VWAP, je crois que lui, c'est un des indicateurs qu'il utilise, mais qui est un truc que lui seul utilise. Bon, celui-là, ça faisait un petit moment que je l'avais lu, donc je ne me rappelle pas forcément de tous les trucs. Donc voilà, ce livre-là, très intéressant. Aspect vraiment trading court terme. Je les remets là parce que sinon ça va tomber. Et il y en a un autre. Alors ça, c'est un gros pavé, mais sorti récemment et très intéressant aussi. Donc c'est Trend Following par Kovel. Et alors ce livre-là, je trouve qu'il est moins axé, comment dire, moins axé terre à terre quoi. Il y a moins d'exemples. Enfin, il y a des choses, mais si vous voulez, ça c'est plus des recherches que des exemples. Mais par contre, il y a quelques interviews qui sont très intéressantes. Il y a notamment Ed Seykota, je crois, qui a interviewé. Ed Seykota, ouais, c'est un très très grand investisseur, un très grand trader. Pas le genre de gars qui passe dans les médias et tout, mais vraiment, que ce soit dans Market Wizard, je pense qu'il y a certains, je ne me rappelle plus lesquels c'est, mais sur certains livres de Market Wizard, il y a Ed Seykota aussi qui est interviewé. Enfin, moi je trouve que c'est très intéressant ce qu'il dit. Après, bon, peut-être vous trouverez pas ça intéressant, peut-être qu'il y aura d'autres traders ou investisseurs qui vous intéresseront. Mais lui, en fait, c'est suivi de tendance. Et en fait, les suivis de tendance, c'est quelque chose de très intéressant, notamment ceux qui ont pu faire ça sur le Bitcoin et qui ont commencé il y a quelques années. Ils ont suivi la tendance de hausse du Bitcoin, bon, qui a été parfois calmée, hein, parce que le Bitcoin, il a eu des périodes de tendance haussière pendant longtemps, mais il y a des périodes aussi de crash, comme actuellement début 2018. Mais ouais, c'est très intéressant cet aspect suivi de tendance parce que c'est ce qu'ils expliquent dans le livre, c'est que parfois, souvent les gens qui débutent aussi en investissement en trading, ils vont avoir tendance à faire trop d'achats, trop de ventes, à vouloir être trop actifs et puis à croire que ils peuvent devenir millionnaires en quelques heures ou en 3 mois. J'ai vu des gars qui vendaient des formations comme ça, devenir millionnaire avec le Bitcoin en 3 mois, enfin c'est n'importe quoi. Ça peut arriver, on est des milliards d'êtres humains sur la Terre, donc ça peut arriver qu'il y ait certaines personnes qui fassent ces choses-là, entre guillemets, qui aient énormément de chance. Mais bon, on ne peut pas vraiment dire que ce soit la règle, quoi. Donc là, il donne plein d'exemples sur pourquoi les stratégies de suivi de tendance sont intéressantes. Vous aurez remarqué aussi, par exemple, que les marchés actions, ils ont beaucoup monté jusqu'à début 2018. Donc vous imaginez que les gens qui ont pris la tendance haussière du marché action depuis des années, je crois que la dernière vague haussière c'est depuis mi-2016, en gros ça fait depuis 2 ans qu'ils ont des positions haussières sur les actions et qui sont plutôt bien. Il y a aussi un aspect intéressant sur les gros événements, les crashs, la grande récession, la bulle des dot-com, et ça je vous en parle aussi, la bulle des dot-com. Moi j'ai 32 ans, donc je m'intéressais déjà à l'économie, à la finance, etc. quand il y a eu l'éclatement de la bulle internet. Donc je sais de quoi on parle, mais je sais que sur YouTube, sur mes vidéos, il y en a beaucoup qui sont jeunes, qui ont 20 ans, 25 ans ou moins, et qui ne se rendent pas compte de ce qui s'est passé quand la bulle des dot-com a explosé. Donc ça, c'est très intéressant à lire. Long Term Capital Management, c'est un fonds d'investissement qui avait fait faillite. Après, il y a la crise asiatique, la faillite de la Barings. Il ne parle pas des subprimes, je crois. Mais bon, c'est intéressant de voir l'impact de ces crises-là et comme quoi, parfois, il peut y avoir, surtout sur les dot-com, en fait, la bulle dot-com, je pense, elle est vraiment intéressante à connaître et à analyser, surtout pour les jeunes,
c'est que ce qui s'est passé sur les dot-com, ça va se passer sur les altcoins. C'est-à-dire que dans les altcoins, il y a 90 ou 99% des trucs qui vont disparaître, donc qui vaudront 0 dans quelques années. Et on a 1%, ou voilà un petit pourcentage en tout cas, des altcoins qui vont devenir des énormes entreprises ou des énormes business ou des énormes tokens ou des énormes cryptos qui seront très utilisés et qui seront indispensables à l'économie future. De la même manière que pour les dot-com, il y avait des centaines et des milliers de startups internet. La plupart, la grande majorité ont fait faillite, mais il y a Google, il y a quelques autres sociétés comme ça qui ont survécu, Amazon aussi, et qui sont toujours là aujourd'hui et qui sont devenus des mastodontes. Et je pense que pour les altcoins, ce sera exactement la même chose qui va se passer. Mais du coup, voilà, je dis ça, faites très attention, parce que j'en ai vu certains d'entre vous, ils disent « Ouais, moi je mets tout sur altcoin X ou Y ». Bon, après, ça dépend lesquels. Donc peut-être que votre altcoin, il fera pourtant partie des 1% qui resteront sur le long terme, mais peut-être pas. Donc attention, ne mettez pas tout votre argent sur un seul altcoin. C'est très risqué. Pensez en dehors de la boîte, les comportements humains, prise de décision, la méthode scientifique. Il parle aussi voilà, de Warren Buffett et d'autres aspects comme ça, les systèmes de trading. Le jeu aussi, enfin disons que voilà, faut accepter les pertes. Après, il faut prendre ses responsabilités aussi. Et voilà, c'est cette partie interview que j'ai trouvé aussi vraiment intéressante avec Ed Seykota et d'autres grands investisseurs comme ça, très intéressant à lire. Et après, voilà, c'est ce que je vous montrais au début, c'est plus une partie recherche. Voilà, il fait des recherches sur les tendances qu'il y a pu avoir sur différents marchés, donc ça peut vous intéresser. Après, bon, moi globalement, le fait que les marchés actions soient haussiers, c'est quelque chose que, bon voilà, c'est pas pour moi passionnant de lire ça, mais bon, pour les gens qui se posent la question, est-ce que les actions c'est toujours un marché qui est haussier ou pas, bon, ça peut être intéressant à lire. Lui, par contre, il y a une assez grosse partie sur le management du risque, donc ça aussi c'est intéressant, je vous conseille vraiment de le lire. Et puis à la fin, voilà, je me rappelle plus exactement de quoi il parle à la fin. Mais bon, rien que pour l'aspect des interviews, les principes de suivi de tendance, c'est vraiment très intéressant. Aussi la partie où il parle des Black Swan, c'est les crises dont je vous parlais, hein. Crise.com, faillite de la Barings, etc. C'est ce qu'on appelle voilà, les signes noirs. Donc les signes noirs, c'est un événement imprévu qui arrive assez rarement, hein, mais quand il arrive, grosse crise financière derrière. Donc voilà, là c'était le dernier livre. Dans mon article, je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo, j'ai parlé d'encore plus de livres qu'ici. En tout cas, pour résumer vraiment, si vous débutez, parce qu'il y en a beaucoup qui ont entendu parler du Bitcoin ou des cryptos, mais qui n'ont pas forcément de connaissances économiques ou financières, je vous conseille Père riche, Père pauvre de Kiyosaki, vraiment très important à lire avant d'investir, que ce soit investir sur n'importe quoi. Si vous voulez investir sur des actions ou des cryptos ou de l'immobilier ou n'importe quoi d'autre, voilà, soit vous avez un mentor, soit vous avez des personnes dans vos proches ou vos familles qui vont vous expliquer le fonctionnement de l'argent. C'est des entrepreneurs, c'est des gens qui ont des entreprises ou autres, ils vont vous expliquer tout ça. Et sinon, c'est Kiyosaki qui vous expliquera. Très bien, très bon livre, vraiment. Après, pour les bitcoins, comprendre le bitcoin. Alors, où est-ce qu'il est passé le livre? Ah merde, ils sont tombés. Ah non, c'est bon. Donc, Père riche, Père pauvre, il existe en français. Bitcoin, la monnaie acéphale, qui existe en français, par Jacques Favier. Je vous conseille aussi de le suivre sur Twitter, très intéressant. Crypto Assets, pour vraiment voir tout ce qui est lié à l'économie, à la finance des cryptos, les crypto tokens, comme je vous disais tout à l'heure. Il y a différents types de tokens, il en parle dans le livre. Il y a des utility tokens, et mince, j'ai oublié le nom pour l'autre. Et commodity token, voilà, c'est ça. Il en parle dans le livre, très intéressant. Après, pour tous ceux d'entre vous qui sont plus sur l'aspect politique, enfin vraiment, ça c'est Internet of Money, c'est vraiment très intéressant. Parce que Bitcoin, c'est pas que un truc de finance, c'est pas que un truc d'investissement, c'est vraiment une révolution politique,
Il y a plein de questions sur la désintermédiation aussi, on réduit les intermédiaires, on peut échanger de l'argent directement de vous à moi, sans passer par une banque, sans passer par un intermédiaire, sans passer par PayPal. Parce que PayPal, attention hein, les amis, PayPal c'est pas du tout la même chose que le Bitcoin. Ça va plus vite que les banques PayPal, mais c'est quand même PayPal qui a l'argent. C'est pas, on doit demander l'autorisation de PayPal avant d'envoyer des euros ou des dollars avec PayPal. Avec le Bitcoin, on demande à personne. Si on veut envoyer ces Bitcoins à n'importe qui, on peut les envoyer. Il n'y a pas d'intermédiaire qui peut nous dire non, non, toi j'aime pas ta tête, je te bloque ton argent. Donc voilà, très intéressant tous ces livres. Bon, je vais pas tous les ressortir. Vidéo très longue, donc je rappelle, même si c'est à la fin, parfois il y a des gens qui vont juste regarder les fins des vidéos. Mais si vous êtes intéressé par tel ou tel livre, j'ai mis tous les liens en dessous. Si vous voulez aller voir directement la partie de la vidéo qui parle de ce livre ou si vous voulez acheter le livre sur Amazon. N'hésitez pas, si vous avez des livres aussi à conseiller, les amis. Je pense que, vous savez, en fait, sur le Bitcoin, comme je vous disais au début, il n'y a pas actuellement des tonnes de livres intéressants en ce qui concerne l'investissement et le Bitcoin, mais je pense que ça va venir. Là, on est vraiment encore au début, donc je pense qu'on va avoir d'autres livres intéressants qui vont arriver. Par contre, un livre que je vous déconseille, c'est Bitcoin pour les nuls, pas terrible. Ce livre-là, donc vraiment à éviter. Même si voilà, les livres pour les nuls, c'est toujours des auteurs différents. Hein, donc il y en a qui sont bien sur d'autres sujets, mais sur le Bitcoin, vraiment pas terrible. Je vous le déconseille. Merci à vous en tout cas d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. Si vous avez d'autres livres à conseiller, justement, n'hésitez pas. Si vous avez des livres des avis sur tous ces livres, vous pouvez les donner aussi. Et bon, il faut quand même que j'arrive vraiment à faire une conclusion à cette vidéo. Donc je vous souhaite de bons investissements sur les cryptos.